Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Incertitude économique et mercato chamboulé, le cas du PSG, une évolution en première ligue, le meilleur poste d'Aubameyang et les bienfaits de l'exil. On parle de toutes les infos foot pertinentes de la journée et plus encore dans ce nouvel épisode du Sprint. C'est parti. Alors on commence cette revue d'actualité par la une de l'équipe qui évoque le cas du Paris Saint-Germain et plus spécifiquement donc de ces deux stars, Neymar et Mbappé, deux joueurs qui concentrent traditionnellement l'attention et qui cet été auraient été au cœur de toutes les convoitises, mais l'incertitude règne. On va évoquer en plus de détails toute la conjoncture économique qui entoure ce dossier, mais tous les autres aussi. Peut-être juste quelques points de cet article qui sont notables, le fait que les deux joueurs arrivent à la fin de leur contrat d'ici 2 ans, donc pas cet été, pas celui d'après, mais été 2022, Neymar et Mbappé arriveront à la fin de leur contrat au Paris Saint-Germain. Situation un peu différente pour Neymar, qui a quand même déjà 28 ans. On sait qu'il était bien sûr extrêmement proche du Barça l'année dernière, qui a cette volonté de départ, alors qui aujourd'hui est peut-être mis en suspens, mais latente. À 28 ans, en tout cas il aura cet été 28 ans, il n'y aura pas non plus 1000 opportunités pour y aller ou pour changer de club. Bon, en somme, c'est un article qui apporte pas vraiment d'informations nouvelles, il n'y a pas de révélations extraordinaires, quelques bruits de couloir, quelques sources anonymes par-ci par-là, mais rien d'extrêmement tangible. C'est plutôt une manière, un prisme pour lire la crise économique, ou en tout cas la situation économique si particulière qui se dessine dans le monde du foot. Donc ce qui ressort de tout ça, et c'est un petit peu la clé d'entrée du dossier dans son ensemble, c'est surtout le drôle de mercato estival qu'on risque d'avoir pour plein de raisons, mais voilà, tous ces clubs qui subissent un énorme contre-coup économique, ça limite nécessairement leur capacité d'investissement. Il y a aussi une incertitude quelque part sportive, la difficulté de se projeter sur des joueurs dont on n'a pas vu les derniers mois de compétition, dans quelle forme est-ce qu'ils seront à la reprise, plein de joueurs qui arrivent en fin de contrat aussi. Bon, je pense que la partie la plus intéressante de toute cette analyse, c'est l'interview qui a été menée avec Bastien Drude, auteur de Mercato, l'économie du football au XXIe siècle. Alors, plein de points notables qui sont évoqués, notamment le fait que la crise de 2008 est pour lui pas comparable à la situation actuelle. En fait, elle avait eu très peu d'effet sur l'économie du foot et a fortiori sur le marché des transferts parce qu'elle n'avait pas affecté directement les recettes des clubs. Le plus gros problème, le plus gros risque imaginable pour des clubs de haut niveau, c'est surtout l'absence de matchs et tout ce que ça engendre. Donc c'est exactement la situation qu'on vit en ce moment. Ça concorde avec l'idée qu'il avançait déjà dans son livre, qu'une crise du foot européen viendrait pas de la hausse continue des dépenses de clubs, comme on a pu l'imaginer parfois en voyant ces salaires à la hausse, les indemnités de transfert qui évoluent constamment. C'est pas ça, mais c'est plutôt une éventuelle crise des recettes qui pourrait la déclencher. Les recettes, les sponsors qui ne paieraient plus ou paieraient moins, des droits télé qui chutent peut-être à cause de telle ou telle disruption technologique, mais aussi changement d'habitude des consommateurs. On regarde le foot différemment. Ça peut impacter les choses, ça peut percer entre guillemets cette bulle des droits télé. Bref, tout ça pour dire que le problème, c'est pas tant l'argent dépensé par les clubs que l'argent qui rentre. Alors, quelques autres passages que j'ai trouvé plutôt intéressants dans cette interview. Dans le scénario d'une forte baisse des prix sur le marché, les clubs formateurs, et notamment ceux qui parviennent à l'équilibre budgétaire en vendant leurs jeunes joueurs prometteurs, seront le plus impactés, ça semble logique. Plus généralement, même si les compétitions reprenaient, il paraît peu probable que le marché des transferts ne soit pas affecté car l'incertitude économique restera élevée pour beaucoup d'acteurs. La configuration ne paraît pas propice à des dépenses records, c'est donc ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est l'avis de Bastien Drude, en tout cas celle qu'il relate dans cette interview. C'est également l'avis du CUS, le fameux observatoire du football, qui a publié une lettre fin mars il y a quelques jours, où est évoquée l'idée que la valeur de transfert moyenne cet été baissera, selon l'observatoire du football, de 28%. Avec des joueurs plus âgés ou des joueurs ayant moins joué, ou les deux, mais voilà, on va dire a priori les joueurs moins désirables, ceux pour lesquels également l'incertitude augmente, avec ces joueurs qui seront touchés en priorité. Donc voilà, en l'occurrence, sur ce point spécifique, on n'est pas sur le profil d'un Neymar ou d'un Mbappé qui sont des actifs extrêmement désirables, très peu d'incertitudes qui entourent leur niveau réel, mais disons que cette tendance nettement à la baisse, cette tendance générale, contexte général, fait que pour moi c'est très difficile d'imaginer ces joueurs quitter le Paris Saint-Germain cet été. Disons que la dimension économique d'emblée les verrouille dans une certaine mesure. Quel club aura les capacités de mettre plus de 100 millions d'euros, voire 150, avec autant d'incertitudes et aussi peu de garanties financières. Mais
Il y a aussi le fait que le trend sportif, la dynamique sportive continue de les verrouiller. Alors le Paris Saint-Germain vient de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions, on l'oublie presque, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec un but de Neymar à l'aller, un au retour. On peut du coup logiquement imaginer que les envies de départ aient au moins en partie évolué. Maintenant la question, je trouve que c'est surtout la suite des événements. Donc on a parlé de 2 joueurs en fin de contrat dans 2 ans, ça signifie que, pas l'été qui arrive, mais l'été suivant, ça pourrait être très très chaud s'il n'y a pas eu de prolongation. Dans quelle mesure est-ce que les autres clubs réussiront à revenir à la charge? Quand est-ce qu'ils récupéreront leur capacité économique sur ces dossiers? On reste, comme on l'a dit, sur des joueurs extrêmement désirables, donc petit moment de répit sur cette affaire, mais à voir ce que l'avenir amènera. Alors on enchaîne avec un petit point sur l'Angleterre, la première ligue qui est un petit peu le fil rouge du sprint. On en parlait hier, on évoquait le fait que les joueurs avaient refusé la proposition de la Ligue de réduire leur salaire de 30%. Ils estimaient que c'était une mesure qui allait surtout bénéficier aux clubs, donc qui se délestaient d'une partie de leur charge, mais pas tellement qui avait une visée sociale, ou en tout cas une puissance sociale relativement réduite, parce que réduire les salaires, c'est réduire les impôts qui sont payés, notamment au système de santé, au système social britannique. Donc l'idée qui a été trouvée par la PFA, l'équivalent de l'UNFP en Angleterre, le syndicat des joueurs, c'est de rassembler tous les efforts des joueurs directement eux-mêmes dans un mécanisme de solidarité, organisé donc directement par la PFA et sans rapport avec la Ligue. Alors 2-3 points rapides ensuite. Vous l'avez peut-être vu, déjà les propos qui ont fait polémique de Yann M'Vila du côté de Saint-Etienne, qui a un petit peu critiqué son coach Claude Puel dans un live. Ce que je regrette en championnat, c'est qu'on a un super groupe qui vit super bien, mais il y a un truc qui va pas. L'an passé, le groupe vit bien et on va en Europa League. Comment je l'explique? Ce sont les choix du coach. C'est un bon coach, mais il n'a peut-être pas les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu, et c'est ça qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle, rien. Donc voilà, un peu de tension entre les deux acteurs. À la fois, on peut dire que c'est pas la chose la plus habile à dire, surtout dans un contexte public comme ça. C'est généralement des choses qui restent dans le vestiaire, et bon, un gars comme M'Vila est peut-être suffisamment expérimenté pour le savoir. En même temps, la saison est quand même plutôt décevante. Saint-Etienne 17ème, vit des moments difficiles, et peut-être que ça souligne aussi quelque part le décalage qui peut exister entre des coachs un petit peu à l'ancienne, comme semble l'être Puel, contact plutôt froid, et ce que recherchent les joueurs aujourd'hui, un rapport plutôt empathique, plutôt chaleureux. En tout cas, il s'est rétracté, il a supprimé son live, a donné une autre interview le lendemain, expliquant que peut-être que ses propos avaient été mal compris, que Puel était un bon coach, que, il me semble, aucun joueur n'avait joué plus de minutes sous Puel qu'M'Vila, donc que tout allait bien. Mais voilà, petite tension qui est peut-être plus facile à régler en interne. Une info du côté du Bayern Munich ensuite. Alors apparemment Thiago Alcantara serait assez proche d'une prolongation, ce qui me semble être une excellente nouvelle. Super joueur, pas le meilleur début de saison, mais depuis qu'Hansi Flick est aux manœuvres, ça se passe très très bien pour lui. Une autre info du côté du Milan AC, alors là un petit peu moins positif. On avait parlé sur la chaîne il y a un petit moment maintenant, c'était la saison dernière, il venait d'arriver au mercato hivernal et ça se passait très très bien pour lui et pour Piatek. Mais aujourd'hui c'est extrêmement décevant, une seule passe décisive en 19 apparitions cette saison avant que la crise du Covid n'éclate. Aujourd'hui donc le Milan chercherait à le vendre pour équilibrer un petit peu la balance commerciale et pour éviter de souffrir une perte comptable trop importante. Il tablerait sur une vente à au moins 28 millions d'euros, ce qui semble peut-être assez difficile à obtenir au vu de la conjoncture. Enfin, pour conclure, je voulais vous parler de 2 articles que j'ai trouvé particulièrement intéressants ce matin. Le premier, pas tant une info qu'une analyse, et elle est rédigée du côté de l'Athletic. L'auteur va argumenter que la meilleure position d'Aubameyang du côté d'Arsenal, peut-être contrairement à l'opinion qui est communément partagée, c'est que c'est pas au centre, là où il joue le plus souvent dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3, c'est pas au centre et c'est pas en tant que seule pointe, c'est en tant qu'ailier gauche. C'est à la fois le poste où il est quelque part le plus productif, donc de là où il marque le plus de buts par 90 minutes, c'est également là où il est le plus réaliste, 11,31 expected goals, mais 16 buts, contre 16 buts également dans l'axe, mais pour 17,81 XG. Au-delà même du plan offensif, depuis l'aile gauche, il contribue nettement plus au travail défensif, réussit à peu près 2 fois plus d'actions défensives par 90 minutes, touche plus le ballon aussi, plus de touches de balle. Ça n'empêche pas de finir ses actions à peu près dans la même zone très centrale, donc qu'il démarre la partie à gauche ou dans l'axe, c'est plutôt dans le couloir central qu'il termine ses actions, sa shot map l'indique.
Il a déjà joué à gauche, alors sous Jürgen Klopp à Dortmund pour accommoder, donc comme l'explique l'auteur, pour accommoder Ciro Immobile, et à l'époque ça avait déjà été sujet à débat. Voilà, c'est un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, qui en tout cas qui provoque la pensée. J'ai hâte d'entendre ce que les fans d'Arsenal parmi vous en pensent. Pour moi, je trouve que quand ça contredit un peu trop l'impression visuelle, c'est que c'est peut-être pas ultra pertinent. On peut faire dire beaucoup de choses aux stats aussi. C'est aussi peut-être un peu un raisonnement en vase clos, donc s'intéresser seulement aux stats individuelles et sans faire de lien avec les autres joueurs. Dur de savoir à quel point c'est pertinent pour un collectif de le placer dans cette zone. Quels sont ces chiffres aussi par rapport à d'autres ailiers, par rapport aux ailiers qui pourraient jouer dans cette position. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant, c'est un exercice de réflexion intéressant, et si vous avez des idées là-dessus, j'ai hâte de les entendre. Et puis pour terminer, là c'est du Guardian, toujours des articles de très grande qualité, et c'est le témoignage d'un joueur de Northampton en D4 anglaise, George Cox, qui a sollicité un prêt cette saison du côté du Fortuna Sittard en Eredivisie. Plein de points intéressants qui sortent de cet article. Le premier que je connaissais pas du tout, c'est que le Fortuna Sittard a une vraie tradition, en tout cas depuis quelques années, de développer des joueurs en prêt. Ils ont actuellement dans leur effectif des jeunes de Valence, de Borussia Dortmund, de la Juve. Ils ont joué un rôle absolument majeur dans le développement de Todd Cantwell du côté de Norwich, que j'aime beaucoup comme vous le savez. Peut-être quelques phrases de George Cox intéressantes. Il dit que pour mon développement, j'ai appris tellement ici sur cette année. La D4 anglaise, la League 2, c'est juste pas la meilleure décision. Parfois, c'est un peu imposé aux joueurs. Je crois qu'il y a une attitude ici en Angleterre que il faut gravir les échelons, mais pour certaines personnes comme moi, aller à l'étranger, sortir de sa zone de confort, c'est en fait la meilleure chose pour progresser. Donc quelque part, ça reflète le changement de mentalité qui est en train de s'opérer un peu dans le foot anglais. Bon, Jadon Sancho, c'est l'exemple le plus célèbre, mais il y en a d'autres. Ethan Ampadu, même s'il est gallois, et puis du côté de Leipzig également, Ademola Lookman qui est venu d'Everton. Il y a de plus en plus de joueurs comme ça qui tentent leur chance à l'étranger et qui finalement en bénéficient. Alors pour George Cox, ça se passe très bien. Il a joué 21 matchs du côté du Fortuna. Il estime que le fait de bouger à l'étranger, ça montre aussi une personnalité courageuse. Ça ouvre des portes, non seulement dans d'autres championnats, mais même en Angleterre. Ça montre de la résilience, de la volonté de changer. Il mentionne la possibilité qui était juste impossible pour lui en D4 de se frotter à des joueurs du calibre de ceux qui sont dans les effectifs de l'Ajax, du PSV Eindhoven. Il a des anecdotes sur le moment où il a rencontré Quincy Promes par exemple, ou Dusan Tadic qui lui a fait passer un sale moment, notamment dans son jeu de déplacement, l'intelligence sur le terrain. Bref, super intéressant. Je pense aussi, c'est aussi un point qui est évoqué par un des formateurs, c'est que l'Eredivisie, c'est un excellent championnat de développement. Voilà, les académies là-bas et juste la manière de réfléchir foot, toute la pensée foot qu'il y a là-bas. D'un point de vue tactique par exemple, ça ouvre des portes aussi. Donc voilà, super article que je vous recommande. Je vous mettrai sans doute le lien en commentaire. Et c'est une bonne manière de conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que ce sprint vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci encore pour vos retours d'hier qui étaient encore meilleurs que ceux d'avant-hier, même niveau like, niveau vue, c'est vraiment génial. Donc moi je suis très content. Si vous voulez pas rater les prochaines analyses aussi, et il y en aura, alors peut-être plutôt le week-end qui arrive. Le but pour moi c'est peut-être de faire les sprints le matin pour me libérer du temps l'après-midi pour travailler les analyses du week-end. On verra comment tout ça évolue, mais c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément comme vous le savez. Donc d'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée aussi, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous surtout. Bisous.